De retour dans l'Africa Newsroom, Patrick Mboyo, juriste, Kerwin Maïzo, analyste politique, Alfred Tchango, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Alors juste avant la pause, nous parlions des conséquences sur le plan politique que cet attentat peut avoir sur la suite de la présidence du président Mohamed. Oui, le président Mohamed, comme je le disais tantôt, il va maintenant être confronté à une demande un peu plus pressante. C'est-à-dire si les gens pouvaient être un peu plus compréhensifs avec lui, maintenant ce ne sera plus le cas. Monsieur, vous êtes venu au pouvoir en nous promettant d'abord la sécurité, de mettre fin au phénomène Chebab, en nous promettant l'économie, en nous promettant que les choses allaient s'ouvrir et que la Somalie allait redevenir fréquentable. Mais ce que nous voyons là, ça devient un peu plus compliqué parce que pendant les 20 précédentes années, on connaissait des situations telles qu'on s'en prenait moins à la population civile, en tout cas à ce qu'on appelle le petit peuple, et on s'en prenait plus à ceux qui étaient les dirigeants. Mais là maintenant, c'est un problème qui se retourne contre nous. C'est un autre défi qu'il faut devoir résoudre maintenant. Assurer la sécurité des institutions d'abord et assurer en même temps la sécurité accrue de la population. Et moi, je me dis c'est plutôt une hypocrisie de ces puissances militaires qui sont installées à Nairobi et à Djibouti. Parce que je me dis, les jours où on aura un attentat à Djibouti, ou les jours où on verra un missile lancé depuis les côtes somaliennes contre un navire de commerce ou un navire militaire croisant sur l'océan Indien, alors ce jour-là, je pense qu'on comprendra que les Chebab constituent aujourd'hui une menace très forte. Souvenez-vous que ces gens ont reçu de l'argent, reçu des rançons suite aux pirateries qui ont été organisées. Et cet argent n'a pas encore servi manifestement. Il doit servir. En montant des opérations spectaculaires. Nous avons déjà vu la première qui s'est passée, hélas, samedi dernier. Que sera-t-il à voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Il est temps que ces puissances qui sont sur la corne de l'Afrique, agissent assez rapidement. J'avais quelque chose à ajouter par rapport à cela. Le président Mohamed, lorsqu'il est arrivé, il avait un profil économique. Et il avait peut-être oublié qu'on ne peut pas faire l'économie sans la sécurité. Il avait tendance à trop l'oublier. Donc il y a eu un relâchement sur le plan sécuritaire? Je pense qu'il s'est installé dans une espèce de confiance parce que les affaires avaient repris. Quand on nous parle de la Somalie à la télé, bon, on voit les attentats et tout ça, mais sur le plan économique, c'était un pays qui avait commencé à revivre. Et cet attentat vient doucher tout cela et ça va faire fuir les investisseurs. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut dire à propos de la Somalie. Et ça, c'est une leçon pour tous les Africains. Généralement, la propagande occidentale nous dit qu'en Afrique, il y a des guerres ethniques. Or, la Somalie, c'est un État, je vais dire, mono-ethnique. Il n'y a que les Somalis. Il y a des tribus à gauche et à droite. Pourquoi ils se battent? Donc, il y a un élément exogène. Ceux qui nous disent qu'en Afrique, c'est des guerres tribales, c'est faux. Les guerres ont toujours des conséquences, des causes exogènes. Donc ça, on vient de les vivre. Alors, posons-nous la question. Toute la Somalie est en guerre, mais le Somaliland est en paix. Ceux qui sont en train de faire cette expérience de la paix au Somaliland peuvent le faire pour toute la Somalie. Ils ne le font jamais. Comme l'a dit Patrick Mboyo, les Américains sont à Djibouti, ils sont au Kenya, les Français sont à Djibouti. Si vous voulez résoudre les problèmes, ils pouvaient les résoudre. Lorsque l'Éthiopie est intervenue avec des résultats probants, on n'a pas soutenu l'Éthiopie financièrement. L'Éthiopie s'est retirée. Maintenant, le Burundais était quand même assez efficace. Pour une histoire de la tête d'un Nkurunziza qui ne plaît pas, il y a un problème de salaire. Il fallait trouver un accord, mais très compliqué pour continuer à payer les Burundais qui sont sur place. Donc là aussi, c'est un problème. Donc, s'ils veulent résoudre ces problèmes, ils vont le faire. Mais comme ils ne veulent pas le faire, ben voilà, la conséquence, le non-État continue à s'enfoncer encore de plus en plus. Alfred. Alors, moi, je dirais deux ou trois choses. La première, c'est que de cet événement tragique qui vient de se produire, il faut qu'il y ait une coordination au niveau du renseignement et de l'information pour que ces genres d'actions ne se répètent pas, en tout cas sous cette forme-là. Deux, il y a quand même des complicités dans la population somalienne de Mogadiscio, sinon ces attentats n'auraient pas lieu. Donc il faut voir aussi à ce niveau-là comment régler le problème. Ensuite, puisque les Chebab, la majorité, ce sont des anciens, des jeunes enfants somaliens, élèves, etc., qui ont pris les armes contre leur État. Il faut voir d'une manière ou d'une autre comment les remettre dans le jeu politique somalien, puisque
Si on ne le fait pas, ça continuera toujours comme ça. Alors, la question des puissances étrangères qui sont à Djibouti et qui n'assurent pas justement la sécurité en tant que telle en Somalie, effectivement, ça se pose. Mais on sait que les États-Unis, avec l'actuel président, se désengagent de plus en plus de toutes ces actions-là, refusent de financer, se disant « ça ne nous regarde pas, il faut que… » les pays africains eux-mêmes, là en l'occurrence, puissent régler le problème. Et là, l'IGAD ne joue pas son rôle. Et il faudrait que l'IGAD intervienne. La communauté des États d'Afrique de l'Est aussi devrait mettre la main au portefeuille. Et si on va les sent assez absents. Hein, la SADC aussi, pour qu'il y ait justement… Enfin, c'est quand même… africaine. Et oui, mais c'est un conflit. Mais déjà, s'il n'y a africain. pas un problème avec le président somalien lui-même, on voit que après cet attentat, il est parti rendre visite aux victimes, il a fait un don de sang. Bon, il essaie en quelque sorte d'avoir une stature présidentielle, mais quand même, il n'y a pas de véritable annonce pour rassurer la population. Justement, tout à l'heure, vous avez parlé du renseignement. Là aussi, il y a quelque chose d'assez absent là-dessus. Il ne peut faire que dans le symbolique. Dans ces moments de crise comme ça, il ne peut faire que dans le symbolique. Mais il faut effectivement que… Parce que ce que nous n'avons peut-être pas dit, c'est que il n'y a pas d'armée somalienne comme telle. Voilà. Donc il faut reconstruire cette armée-là. Et puis les forces de sécurité aussi des renseignements. Il faut les remettre sur pied. Et dans tout le programme pour aider la Somalie, on ne voit pas l'aspect formation de l'armée somalienne, formation des troupes. On leur envoie des troupes qui ne veulent pas trop s'engager. Exactement. Mais il n'y a pas la construction d'une armée digne de ce nom. Et même au niveau de l'administration, il n'y a pas de formation de fonctionnaires et tout ça. Et la réhabilitation de l'école aussi n'est pas faite. Conséquence, ce sont les écoles islamiques qui font le boulot. Et là-dedans, on ne sait jamais ce qu'on leur apprend. C'est clair. Alors, on va continuer de débattre de l'actualité. Tout de suite, le grand angle. Et ce fut le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains, le 3e sommet des entrepreneurs africains initié par l'homme d'affaires nigérian et philanthrope nigérian Tony Elumelu a refermé ses portes ce samedi à Lagos au Nigeria. 1300 entrepreneurs, chefs d'entreprise et décisionnaires politiques africains étaient présents. En reportage, Olive Adjakotan. Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche du continent, était face à la jeunesse ce 14 octobre 2017 à Lagos au Nigeria pour aborder la problématique des contraintes liées aux nouveaux entrepreneurs. Une intervention qui rentrait dans le cadre du Forum des jeunes entrepreneurs africains. Une initiative du philanthrope nigérien Tony Elumelu qui en est à sa 3e édition. Partant de sa propre expérience, Aliko Dangote a invité ces jeunes à rêver plus grand malgré les embûches du monde de l'entrepreneuriat. Je peux vous donner plusieurs exemples de personnes qui ont connu des débuts difficiles dans les affaires, y compris moi-même. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que malgré les échecs, vous pouvez réussir avec la détermination et des objectifs clairs. 1000 jeunes Africains bénéficieront de $10 000 chacun pour financer leur projet grâce au soutien de la fondation Tony Elumelu. Cet homme d'affaires nigérian promoteur d'une nouvelle vision du capitalisme africain veut ainsi autonomiser la jeunesse du continent grâce au financement venant particulièrement des fils et des filles d'Afrique. La pauvreté touche encore des milliers de personnes sur le continent et les efforts du passé pour éradiquer ce phénomène n'ont pas donné de véritables résultats satisfaisants. Ce que nous attendons de vous, jeunes frères et sœurs, c'est d'utiliser à bon escient ces fonds pour créer de meilleures opportunités économiques afin de lutter contre l'immigration clandestine. Sur près de 10 000 jeunes entrepreneurs qui ont postulé pour ce programme en 2017, 1000 ont eu la chance d'être des lauréats. Les Nigérians sont près de 70%, ce qui montre le dynamisme de l'entrepreneuriat dans ce pays. Alors la fondation Tony Elumelu finance au total 10 000 projets de jeunes entrepreneurs africains. La philanthropie a toujours été
véritablement présente sur le continent. Mais est-ce que l'Afrique assiste quand même à un tournant sur cette philanthropie qui s'oriente davantage vers le domaine des affaires, quand on sait qu'auparavant, voilà, ça s'orientait plutôt dans les œuvres caritatives? Alfred. On peut l'espérer. Mais ce n'est qu'une initiative. Là, on voit Tony Elumelu qui a compris une chose, qu'effectivement, au lieu d'être toujours dans la lamentation ou dans la mendicité, dans la demande, dans l'attente de l'aide venant de l'étranger, il a pensé à un certain moment, après s'être enrichi, qu'il fallait un juste retour des choses, créer sa fondation et puis mobiliser un certain nombre de ressources pour permettre, et là, ce qui a à son actif, promouvoir l'entreprise en Afrique, mais surtout la jeunesse entreprenante africaine. Lui donner les moyens justement non seulement de se former, mais aussi de pouvoir créer son entreprise et créer de la richesse et de l'emploi à côté. Donc il a eu cette lumineuse idée de faire ainsi. Et donc c'est à saluer. Maintenant, il faut multiplier les exemples. Lui, il a mobilisé 100 millions de dollars pour chaque année promouvoir comme ça 10 000 jeunes africains. Mais si dans chaque pays africain, les milliardaires pouvaient se dire, au lieu d'aller planquer notre argent dans les paradis fiscaux ou en Afrique du Sud parce que, bon, il y a, ou alors de traficoter avec le pouvoir en place, mais que l'argent, et puis beaucoup volent déjà l'argent de l'État destiné aux populations africaines, si on pouvait réinvestir justement dans le soutien à l'entreprise et à l'entreprise des jeunes, parce que l'Afrique aujourd'hui, si on prend la population, à 70%, ce sont des jeunes qui sont là, qui n'ont pas de travail, etc. Et donc, malgré les belles proclamations qu'on fait, la jeunesse et la bombe à retardement de l'Afrique de demain, il faut justement que tous ces milliardaires qui ont de l'argent puissent aussi avoir cette idée, cette pensée-là. Et c'est pourquoi c'est intéressant qu'Zinsou soit aussi ait été invité à cette troisième forum de troisième sommet. Elumelu. Kerwin Maïzo. Très important ce qu'il a fait, parce qu'avant on connaissait la fondation Mo Ibrahim. Bon, les conditions étaient tellement relevées que beaucoup de chefs d'État africains n'ont pas pu le remplir. Nous avons en Afrique, généralement, on n'avait pas de modèles. Surtout du côté jeune, il n'y avait pas de modèles, des gens qui ont réussi en entreprise. Mais on a commencé à en voir un peu, notamment au Nigeria, qui est, sur le plan démographique, le plus grand pays. En Afrique francophone, ça rame un peu. On n'a pas de modèles, surtout l'Afrique centrale, c'est vraiment à la traîne. Une région très riche, mais sur le plan politique, ça ne tourne pas. Donc, les messieurs tels qu'Elumelu, il a compris que le salut de l'Afrique peut aussi provenir de sa jeunesse, de l'entrepreneuriat. Maintenant, les grands freins qu'il y a par rapport à ces actions, c'est que lorsqu'on pose ces actes dans un environnement où les États ont failli, ça pose toujours problème. Parce que moi, je vois un jeune qui peut venir, par exemple, de la RD Congo, il arrive sur place, on lui apprend ce qu'il faut faire, il rentre chez lui. Il y a la corruption, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet. À la moindre manifestation politique, Internet est coupé. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc je pense que dans leur réflexion, ils devraient incorporer l'aspect comment réhabiliter les États africains. Et essayer d'établir des ponts avec les politiques africaines dans des pays qui marchent pour voir comment on peut faire marcher de pair la politique et l'économie. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment à féliciter. C'est déjà un premier pas, mais énorme. C'est un grand pas, comme Kerwin Maïzo vient de le dire, parce que les hommes d'affaires ne peuvent que faire des affaires, vous êtes d'accord avec moi. Les hommes d'État ou les hommes politiques n'ont qu'à faire de la politique, c'est-à-dire quand le cadre macroéconomique ne donne pas beaucoup de possibilités pour pouvoir émerger, faire éclore des jeunes pousses, des start-up, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent que transmettre la connaissance qu'ils ont à ces jeunes pour pouvoir aller de l'avant. Mais déjà, ce qu'ils font, c'est assez bien. Mais moi, je dis aussi que le Nigeria, puisqu'on parle de ce pays, constitue aujourd'hui un grand pôle de compétitivité en Afrique. Et ce pays a une puissance démographique qui va peut-être demain dépasser le cadre structurel ou de la superstructure que le pays offre. Et il y a un pays qui peut constituer un réservoir
pour l'avenir, c'est la République démocratique du Congo. Parce que c'est le seul pays qui est proche du Nigeria, à environ 1000 km, et qui offre des grands espaces et qui est sous-peuplé. Mais là, le contexte politique, peut-être. Le contexte politique, évidemment. Mais en réalité, en matière économique, les projections se font sur 20-30 ans. Dans 10 ans, dans 5 ans peut-être, le pouvoir de Kabila ne sera plus là. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, un nouveau changement, une nouvelle donne. Le Nigeria, s'il veut se faire un relais de croissance assez fort sur le plan des débouchés, des ressources minières, des ressources premières, mais aussi des ressources humaines. Il devrait penser à cette région d'Afrique centrale, pas que la RDC, il y a aussi la Centrafrique. Un pays qui est vaste et sous-peuplé, mais qui est proche. Parce que tous les pays qui sont autour du Nigeria, ce sont des pays généralement qui sont sur le plan de la superficie plus petits que le Nigeria, mais qui ne peuvent pas lui constituer des relais de croissance par rapport à sa population ou par rapport à de l'exploitation économique afin de garder sa croissance à terme dans un avenir assez lointain. Alfred. Oui, non, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'avec Tony Elumelu, son projet est panafricain. Il récompense et il soutient des jeunes entrepreneurs africains de tous les pays africains. Alors il y a des critères de sélection, hein, projet, etc. Et puis soutien, appui. C'est vraiment les jeunes de toute l'Afrique. On sélectionne et donc ce qui suppose effectivement que, comme Maïso l'a dit, que le cadre politique sécuritaire soit stable, qu'il y ait aussi ces garanties d'électricité, accès à l'Internet, qu'il y ait vraiment cette séparation entre le politique et l'économique, mais qu'il y ait aussi cette promotion du secteur privé qui permettrait justement de sous-tendre le développement économique, la croissance, la compétitivité de l'autre côté, alors que l'État fait faillite, par exemple. Et je crois effectivement, c'est pourquoi le modèle que propose Tony Elumelu est à encourager, est très intéressant. Permettez-moi de vous interrompre. En fait, je suis sorti du cadre de Tony Elumelu pour prendre un cadre un peu général pour le Nigeria. Parce que juste ce qui Pardonnez-moi, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.